je vais détailler dans ma présentation, on pense qu'il est peut-être un levier important sur lequel on doit agir pour, encore une fois, faire en sorte que le métier du BTP et le secteur de BTP regagne en productivité, regagne également en marge et qu'il se hisse au même titre que les autres secteurs. Pour ce faire, je vais donc aborder la présentation sur trois parties principales. D'abord, une petite partie qui s'intéresse au contexte et aux enjeux actuels de la construction. Ensuite, je vous détaillerai ce qu'on entend par le concept de la construction 4.0. Et enfin, et j'espère avoir le temps, vous parler un peu du bâtiment du futur, ou le bâtiment dans le futur, comment le bâtiment, votre métier, sera d'ici 2030-2050. Deux points pour vous rassurer et pour vous avertir à l'avance, c'est que le premier point qui est le contexte et les enjeux actuels, je vais m'attarder un peu là-dessus. C'est volontaire de ma part. J'ai essayé d'être le plus factuel possible. Mon objectif derrière, c'est que vous compreniez bien ensuite le point 2, qui est le concept du bâtiment 4.0. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai conscience que je vais effleurer plein de sujets, plein de concepts. Je vais aller un peu vite, notamment sur certains. Il y aura peut-être un peu de frustration, mais voilà. Mais on a un temps d'1 heure et on ne peut pas tout faire. Je pourrais vous envoyer ma présentation, celle d'aujourd'hui, via les organisateurs de la causerie ou votre pilote de formation. Mais je vous invite aussi à consulter un des ouvrages que vous voyez là. C'est le seul teaser perso que je fais. Ces livres-là traitent de la causerie d'aujourd'hui de manière évidemment beaucoup plus détaillée. Donc il y a des sujets sur le BIM, sur la blockchain dans la construction, sur la question des écoquartiers, la construction 4.0 justement, et puis le prochain livre qui traite de la construction hors site. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, vous avez ces références bibliographiques. On commence par le contexte. Rapidement, mon objectif sur cette slide-là, c'est de vous montrer que notre secteur est un secteur de poids. Et c'est la raison pour laquelle on doit le faire bouger pour justement avancer en matière environnementale, économique, etc., etc. Donc on est sur un secteur qui représente un peu plus de 150 milliards d'euros. Hein, c'est quand même un gros secteur. Plus de 400 000 entreprises, dont 80% d'artisans. Les chiffres, vous les avez là. Hein. Il y a 12% de femmes. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est ainsi. Sachez-le que le 2 tiers des bâtiments sont à rénover. Hein. Le parc, la construction ex nihilo ne représente que 1% des travaux BTP. Donc l'avenir, il est dans la rénovation. Et puis à la fin, ça se tient un petit clin d'œil à Guinaël Guimau sur la délocalisation des entreprises pour dire que le secteur de BTP, c'est un secteur qui ne se délocalise pas. Alors, l'origine de tous les mots MAUX, si je puis dire, c'est ça. C'est le fait qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette terre. Et d'ailleurs, je tords il y a une légende qu'on doit rétablir tout de suite. On est de plus en plus nombreux. C'est pas parce que le taux de natalité, c'est pas à cause du taux de natalité, c'est à cause du fait qu'on vit de plus en plus vieux. Et tant mieux, on va pas s'en plaindre. N'empêche que cette augmentation de la population mondiale crée beaucoup de soucis, notamment de par son activité. Et en matière de logement, on estime qu'aujourd'hui, qu'il faudrait construire 100 000 logements par jour pour faire face à l'augmentation de la population mondiale d'ici 2100. C'est quand même
énormissime. En France, si on tient le même raisonnement linéaire, on serait à 21 000 logements à construire entre 2010 et 2030. Ce qui est quand même remarquable. Vous avez à droite The Economist, le fameux magazine, c'est le numéro de la semaine dernière, qui revient sur cette question-là, sur la question du logement au sens au large, et il plaide justement pour un changement de paradigme en la matière. Alors, on est de plus en plus nombreux, on va habiter de plus en plus en ville, ça c'est inéluctable, avec tous les problèmes qui s'ensuivent. À horizon de 2030, on sera 80% de la population mondiale qui va vivre dans les villes. Donc vous imaginez toutes les problématiques d'urbanisation liées à cela. Pour illustrer, je vous donne un exemple très concret. Tokyo, aujourd'hui, c'est 25 millions d'habitants. Tokyo, en 2050, c'est presque 60 millions d'habitants dans une seule ville. 60 millions dans une seule ville. C'est comme si vous rameniez toute la population française ici à Nanterre. Je vous laisse imaginer toutes les problématiques liées à cela, en termes de transport, de mobilité au sens large, d'assainissement, d'accès à la culture, des déchets, etc., etc. La ville est un enjeu très important. Et intellectuellement pour vous, jeunes, c'est quelque chose de très, très stimulant. Donc, pour illustrer un peu l'effet de l'urbanisation des villes, vous avez des photos avant-après. La partie haute, c'est avant, la partie en dessous, c'est après. Donc là, vous avez par exemple le Long Beach en Californie entre 1952 et 2009. Vous voyez bien l'avant et l'après. Le Japon entre 1945 et 2011. Shenzhen en Chine, 80-2011. C'était une prairie avant. Hein. Voilà maintenant. Le plus impressionnant, c'est Dubaï. Entre 91 et 2012, avant c'était du désert, 5-6 bâtiments qui se battent en duel ou presque. Aujourd'hui, c'est un arbre de Noël. Voilà. Donc voilà, l'urbanisation des villes est un vrai problème et c'est un vrai enjeu dans le domaine de la construction. Le résultat de cette urbanisation et l'activité humaine, c'est bientôt le réchauffement climatique. Je vous rassure, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Vous en entendez suffisamment parler, à juste titre, de cela. Moi, je voulais pointer un ou deux points. Et notamment face à ce mouvement du climato-scepticisme, pour ne pas dire du climato-négationnisme, s'agissant de la question climatique. Vous les avez sur la partie gauche de cette slide-là. C'est un vrai mouvement. Moi, je voulais lui mettre en face la rigueur scientifique. Vous l'avez à droite. Pour moi, le déterminisme de la science est clair par rapport à ça. C'est que là, vous avez deux preuves. La première publication qui date de 1827 par Joseph Fourier. Fourier, ça vous dit bien quelque chose, hein. C'est la conduction thermique. Joseph Fourier, donc il y a un siècle et demi, a déjà parlé du fait que le CO2 fait réchauffer les planètes, la planète Terre en tout cas. Et puis là, vous avez complètement à droite des résultats expérimentaux, des résultats de mesures qui viennent confirmer la modélisation théorique qui a été faite et qui dit qu'il y a bien 2 degrés d'augmentation de notre planète. Donc le déterminisme de la science, il est là et on n'a pas évidemment à le remettre en cause. Donc le climato-négationnisme, pour moi, c'est simplement une question de business. Voilà. En parlant de CO2, dans le domaine du bâtiment, on est des champions. Hein. On est le premier secteur pollueur. Hein. Donc c'est une vraie problématique qui vous attend les jeunes.
plus tard, c'est vraiment de ne pas négliger cette question-là et de veiller à ce que vos actions au quotidien génèrent le moins de CO2 possible. Ne serait-ce que le résidentiel et le tertiaire en France, c'est 24% de la quantité de CO2 dégagée. Donc c'est quand même énorme. Donc il y a cette question-là du CO2. Il y a une question très importante, et je vais essayer de l'aborder de manière autre, c'est la question des matériaux de la construction. La construction, c'est le secteur qui consomme 50% des matières fossiles de la planète. On ne se rend pas compte comme ça. Hein. Le secteur de BTP consomme 50% des ressources de la planète. Le matériau béton, que vous connaissez toutes et tous, il génère 8% des émissions de CO2 sur la planète. C'est énorme. Les besoins en béton sont monumentaux. Le béton est un matériau très important, évidemment. Il a construit le monde, notamment après les deux guerres. En matière environnementale, le béton, il est en train de détruire la planète. Est-ce que vous savez, par exemple, que la Chine utilise, en termes de béton, tous les 2 ans, pour faire face aux différents projets d'infrastructure, l'équivalent de la consommation d'1 siècle des États-Unis. Je répète, la Chine utilise en matière de consommation en béton, tous les 2 ans, la consommation d'1 siècle des États-Unis. C'est quand même énormissime. Donc le matériau béton, encore une fois, c'est un matériau important. On sait que les fédérations et l'industrie béton font beaucoup d'efforts pour justement remédier à cela. Vous avez là à droite les cimentiers, ça date du 23 juillet de l'année dernière, les cimentiers qui commencent à prendre ce problème à bras-le-corps en essayant d'avoir des bétons renouvelables avec une empreinte écologique la moins importante, etc., etc. Donc c'est un vrai problème. Donc on se doit d'avoir un nouveau paradigme s'agissant des matériaux de construction. Un autre point, le sable. Le sable qu'on utilise pour construire. Vous le savez que le sable intervient dans la composition d'un béton à hauteur de 2 tiers. Le sable devient de plus en plus très rare. Parce qu'en fait, on épuise pratiquement toutes les quantités de sable qu'il y a sur la planète. Sachez que le sable qu'on trouve dans la péninsule arabique, c'est un sable qu'on ne peut pas utiliser. C'est un sable qui ne respecte aucune granulométrie, il n'y a pas suffisamment de silice, etc., etc. Donc celui-là, il est inutilisable. D'ailleurs, un pays comme Dubaï, pour faire face à sa folie constructrice, pour construire leurs palmiers sur la mer, etc., ils ramènent du sable, vous savez d'où ? D'Australie. Pour 5 milliards de dollars par an, Dubaï. Ils ramènent du sable de l'Australie. Hein, c'est quand même un truc incroyable. Le sable est tellement rare que maintenant il y a tout un business en black du sable. Il y a toute une filière d'éviers en Inde, en Afrique. Donc je vous invite à lire le livre L'histoire noire de la mer de Christian Fouché. C'est un livre remarquable qui revient sur ces histoires-là du sable. Et pour que vous vous rendiez compte que ce matériau-là va devenir très très rare, encore une fois. Donc voilà, les matériaux, et notamment le matériau béton, il faudrait que le paradigme par rapport à ça commence à évoluer en tout cas, et penser à des matériaux renouvelables pour construire. Une dernière slide pour finir sur les matériaux, c'est la question du recyclage des matériaux. Dans le domaine du BTP, on est un secteur qui recycle très peu.
on recycle au maximum 30%. Si je compare par rapport à l'industrie automobile, ben une voiture, elle est recyclée, réutilisée à 90% par exemple. Donc par rapport aux autres secteurs, on est vraiment à la traîne. Hein. Donc l'économie circulaire chez nous, dans le domaine de la construction, est un peu bloquée. Je suis toujours dans les constats. Hein. L'autre point concerne les problématiques liées à la main-d'œuvre dans notre métier. Aujourd'hui, ça c'est important à savoir, c'est que la valeur ajoutée de la main-d'œuvre, de l'ouvrier, a perdu en 20 ans 20% de sa valeur. Avant, la valeur ajoutée d'un ouvrier, donc il y a 20 ans, c'était 100 €. Aujourd'hui, ce n'est que 80 €. Pourquoi ? Parce que les chantiers deviennent de plus en plus complexes et l'activité de l'ouvrier, elle est moins cadrée. Il y a beaucoup de pertes de temps pour aller chercher du matériel. Il pose la question moult fois, donc il perd du temps, etc., etc. Donc la main-d'œuvre, elle est optimisée, elle est à optimiser d'une part, et d'autre part, la main-d'œuvre dans le domaine de la construction, la main-d'œuvre qualifiée, devient de plus en plus rare. Donc là aussi, on a un vrai problème de main-d'œuvre dans le domaine de la construction. Il y a, si vous voulez aller plus loin sur cette question-là, il y a un rapport qui a été écrit l'année dernière. Vous l'avez en bas, par Mark Farmer. C'est un Anglais. Il a écrit ce rapport-là pour le gouvernement anglais sur la modernisation du secteur de la construction. Le rapport s'appelle Modernize or Die. Moderniser ou mourir, l'un ou l'autre. On est dans une période où il faut faire un choix. Soit on modernise le secteur de la construction pour qu'il gagne en productivité, etc. Soit on le laisse couler. Je vous invite vraiment à lire. Hein. En plus, il est accessible. C'est en anglais, mais c'est très accessible. Dernier point sur le constat, pour vous dire qu'on fait beaucoup de non-qualité, mais ça vous le savez pour les filles et les garçons qui travaillent sur les chantiers. Il y a des délais de la livraison explosent, les sinistres pareil. Je les réserve à la livraison. Là, vous avez à chaque fois les sources dont j'ai tiré ces infos-là. Donc ça aussi, c'est des points très importants. Résultat de tout ça, la productivité du secteur de la construction, au lieu qu'au moins elle se stabilise, elle se casse la figure. En 20 ans, hein, vous avez, elle s'est cassée la figure depuis 2011 de 19% la productivité. Donc c'est normal que dans vos entreprises, la marge des chantiers, elle est tirée au max, voire pas du tout. Parce que il y a tellement de choses qui convergent là que je viens de t'expliquer, qui font que effectivement on a du mal à dégager un peu de marge par rapport à ça. Le dernier point, il est peut-être lié à celui de la manque de productivité et peu de marge, c'est que le secteur de l'innovation innove très très peu, voire pas du tout. Sur la courbe de gauche, vous pouvez très bien voir, c'est le secteur qui innove le moins. On est derrière l'agriculture, derrière la santé, etc., etc. Là, vous avez la courbe de la productivité en noir, enfin en bleu, des autres du secteur industriel, et en rouge, celle du BTP. On a très peu évolué technologiquement depuis un siècle. Ça commence là, maintenant, avec l'avènement du BIM, entre autres. Mais voilà, sinon à part ça, point de salut. Là, j'ai comparé, j'ai pris ça à mon ami Pascal Chazal, on compare l'industrie automobile avec l'industrie du BTP. Vous avez, là, entre les années 80 et 2018, donc sur 40 ans, vous avez la voiture, la Super 5, merci, je cherchais. La Super 5 en 1980,
et la Clio d'aujourd'hui. Il n'y a pas photo, hein. Entre le confort, la sécurité, l'esthétique. Et tout ça, en 1980, vous achetiez la Super 5 avec un équivalent de 14 SMIC. En 2018, 10 SMIC, vous pouvez l'acheter. Un appartement, entre les années 80 et 2018, il y a très peu de progression en termes de confort, d'esthétique, tout ce que vous voulez. Peu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a peu. 5 années de salaire pour l'acheter en 1980. En 2018, 9 années de salaire. En termes d'efficience, il n'y a pas photo entre l'industrie et le bâtiment. Donc voilà un exemple qui vous décrit bien que le secteur de la construction, malheureusement, il a très peu évolué en efficience, comparant notamment au secteur de la construction. Ben, il y a de quoi questionner donc notre secteur. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas rester comme ça. C'est pour ça que le rapport de Marc Ferrin, c'est vraiment modernize or die. On bouge ou on meurt. Nous, on croit que le secteur de la construction peut rattraper son retard, améliorer sa production en devenant de plus en plus industrialisé. C'est-à-dire tout simplement s'inspirer des méthodes, des outils de l'industrie. Ça, c'est la première piste. Donc, profiter du progrès de l'industrie pour avancer et bien sûr de la transition numérique qui traverse tous les secteurs aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que le secteur de la construction a un point fort, c'est le renouvellement générationnel. Ça, c'est un point fort. Néanmoins, la nouvelle génération n'aime pas trop, et je ne vous regarde pas vous, hein, ce n'est pas votre cas, n'aime pas trop le chantier. C'est un fait. Voilà. Donc il faudrait faire en sorte aussi de faire intéresser cette nouvelle génération-là en amenant du numérique, de la techno, etc., etc. Le dernier point qui est pour moi une opportunité pour le secteur de la construction pour relever la tête, c'est cette prise de conscience réelle de l'urgence climatique et environnementale. Et comme on est le secteur le plus mauvais, il y a de chances que le progrès commence par nous. Donc il y a là, pour moi, une vraie chance pour le secteur de la construction de changer. C'est là que ça intervient le concept de la construction 4.0, qui est la résultante des 3 points que je viens d'énumérer à l'instant. Alors, qu'est-ce que c'est la construction 4.0 ? C'est d'abord des outils et ensuite des méthodes. Les outils, c'est les mêmes outils de l'industrie 4.0. On les adopte, on peut les adopter de manière un peu différée, mais ce n'est pas grave, mais on peut les adopter. Les méthodes, c'est pareil. Dans les méthodes, il y a bien sûr le BIM, que vous connaissez tous, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a le BLM, il y a aussi tout ce qui a trait à la conception générative, l'intelligence artificielle, le Lean, le DFMI. Ça, je l'expliquerai après parce que c'est très important. C'est concevoir pour préfabriquer et assembler. Tout ça, ce sont des méthodes qui viennent de l'industrie et que la construction commence à les adopter. Je vais démarrer par vous dire quelques petits mots sur la partie outils, de manière la plus pratique, concrète possible, avec des exemples à chaque fois. Et puis on abordera la partie purement industrielle, s'agissant des méthodes constructives. Le BIM, vous savez tout ce que c'est, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je vous pointais là, moi, c'est ce qu'on appelle le BIM connecté et le BIM intégré. C'est quoi le BIM intégré et le BIM connecté ? C'est d'utiliser la maquette numérique et le BIM comme méthode de travail et d'utiliser notamment les données de la maquette comme une vraie colonne vertébrale qui mobilisera
toutes les autres technos pour faire avancer le projet de la construction et notamment la phase chantier. Donc, BIM comme colonne vertébrale et on peut utiliser, bien sûr, en se reposant sur les données BIM, on peut utiliser la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le cloud, etc. etc. C'est le fameux BIM intégré et BIM connecté. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'humain augmenté sur certains chantiers. Je pense notamment au chantier des pays nordiques en Europe ou bien en Amérique du Nord. Évidemment, on utilise de plus en plus de réalité virtuelle, réalité augmentée, notamment la réalité augmentée sur les chantiers. Les grands groupes développent des solutions propres à eux en s'associant avec des startups, avec des casques de chantier, mais qui sont connectés et avec de la réalité augmentée. Là, vous avez l'exemple, par exemple, chez Colas, où on a des exosquelettes pour aider le tireur du bitume, parce qu'il a une tâche assez pénible. On a des exosquelettes qui existent pour l'aider, pour que son travail soit beaucoup moins pénible. Donc voilà, ce qu'on appelle l'humain augmenté se développe de plus en plus dans le domaine de la construction. Certes, on ne le trouve pas sur tous les chantiers, mais sur les très gros chantiers en France, on peut trouver ça. Dans les pays nordiques également, sur les grands chantiers, on les trouve de manière presque systématique. On a également à l'échelle urbanistique, maintenant dans le domaine de la construction, de plus en plus d'outils qui nous aident à faire de la simulation, à prévoir des choses. Prévoir par exemple les considérations énergétiques à l'échelle d'un quartier, la mobilité, les flux de voitures, etc. etc. Tout ça, notamment en se basant sur ce qu'on appelle le SIM, c'est le BIM à l'échelle urbaine, on peut faire plein de belles choses là-dessus. La robotique sur chantier, regardez davantage sur la partie gauche de la slide, de la gauche vers la droite. Sur certains chantiers dans les pays nordiques, toutes les tâches répétitives sont confiées maintenant à des robots. Monter un mur, c'est assez peu qu'un ouvrier le fasse. On confie ça à un robot, il le fait. Voilà, donc on a de plus en plus de robots. Là, vous avez par exemple des robots démolisseurs. La bête que vous avez complètement à droite, c'est un engin qui permet, une fois qu'il a toutes les infos et entre autres le maquettage de la voie, de faire les travaux d'assainissement presque, je dis bien presque, de manière autonome. Il n'est pas encore sur le marché, mais il le sera d'ici quelques années. Donc vous voyez avec quoi et avec qui vous allez être amené à travailler d'ici quelques années. L'autre outil issu de l'industrie 4.0 qu'on utilise de plus en plus dans le domaine de la construction, c'est tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, au generative design, la conception générative. Aujourd'hui, par exemple, l'architecte se repose beaucoup sur l'intelligence artificielle pour faire la conception. Faire un R+4 ordinaire, où il n'y a pas des formes très complexes, aujourd'hui, l'architecte, pour faire la conception, aujourd'hui, l'architecte n'a aucune valeur ajoutée. C'est l'intelligence artificielle qui pourra le faire. Il y a des outils qui existent aujourd'hui qui peuvent faire ça. Vous proposez plusieurs variantes et c'est à vous de choisir. Donc vous n'avez pas à vous tortiller par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a des outils basés sur l'intelligence artificielle qui optimisent l'espace dans un bâtiment, même pour le foncier. Bouygues Immobilier, par exemple, c'est entouré d'une start-up avec un outil intelligence artificielle qui permet à l'avance de faire des calculs du foncier et l'optimiser en fonction de plusieurs contraintes et faire des propositions à l'ingénieur pour qu'il puisse choisir in fine une variante. Voilà. Donc voilà, ces outils-là existent, ils ne sont pas encore généralisés, mais ils viendront tout doucement à être généralisés à l'avenir en fonction, bien entendu, de l'opportunité du besoin. Il ne s'agit pas de généraliser pour généraliser, s'il n'y a pas d'utilité derrière.
Mais ça ne veut pas dire que ça va tuer le métier de l'ingénieur ou de l'architecte. Pas du tout. Ça voudra dire que le métier va simplement évoluer. Il y aura de nouvelles compétences que vous aurez à acquérir par rapport à ça. La fabrication additive, ça aussi, ça se développe de plus en plus dans le domaine de la construction. Une des premières expériences réussies, c'était à Dubaï. Vous la voyez à gauche. L'émir, il n'est pas imprimé en 3D, je tiens à préciser, mais il est fier de son projet. Donc, mais la vraie impression en 3D qui respecte les eurocodes de calcul au sens large, elle a été faite il y a 2 ans en France, il y a à Nantes. Elle a été faite grâce à la collaboration, vous l'avez à droite là, grâce à la collaboration entre un laboratoire de recherche, le LS2N et Nantes Métropole. Donc ils ont construit une maison fabriquée en 3D et qui respecte les normes. Donc ça vient de plus en plus. Un point important, pareil, la fabrication additive, ne pensez pas que demain elle va remplacer votre travail. La fabrication additive, elle viendra en complément de vos besoins. Elle viendra par exemple pour imprimer certaines parties d'un bâtiment qui sont très difficilement coffrables par exemple, ou difficiles d'accès. Donc elle viendra en complément. La blockchain, vous savez ce que c'est? Non. La blockchain, c'est une technologie de certification des données. On l'utilise maintenant dans le domaine de la construction, de manière encore timide, mais on commence à l'utiliser pour certifier la donnée, pour gérer l'énergie. On l'utilise beaucoup dans le process BIM pour gérer le flux des données. Il y a des startups qui ont été montées là-dessus aujourd'hui. Je pense notamment à BIMchain, qui a développé une interface qui peut gérer les données dans une maquette numérique et certifier la donnée, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples d'outils issus de l'industrie 4.0 que le BTP commence à s'approprier. Ces outils-là, évidemment, ils sont là pour optimiser le travail, pour faire gagner du temps, de la qualité et bien sûr réduire les coûts finaux de la construction. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister dans ce concept de la construction 4.0 concerne le mode constructif des bâtiments. Là-dessus, il y a 2 points à vous dire. Je regarde juste le temps. Parfait. D'abord, ce qu'on appelle la construction réversible et évolutive. Qu'est-ce que c'est que cela? La construction réversible et évolutive, c'est que dès la phase de la conception d'un nouveau bâtiment, on le conçoit pour qu'il soit réalisé de manière évolutive et réversible. C'est-à-dire, on réalise un bâtiment qui va avoir multi-usages dans sa vie. Il peut très bien commencer comme un bâtiment tertiaire, et après, moyennant quelques petites modifications, il deviendra un bâtiment résidentiel, ou vice-versa. Donc ça évitera la rénovation lourde et donc les coûts lourds. Ça, c'est une tendance très forte dans le domaine de la construction. Pourquoi elle ressort aujourd'hui? C'est parce que maintenant, on a les outils numériques, que j'ai abordés juste avant, qui permettent de concevoir ce type de bâtiment-là. Et ce bâtiment réversible vient répondre à des attentes actuelles. La première attente, c'est que, comme vous le savez, on traverse de grosses crises de logement. En centre-ville, il y a pas mal de bureaux. Ces bureaux-là sont difficilement transformables en résidentiels pour les gens qui cherchent du logement. Si on avait conçu et construit des bâtiments dès le départ réversibles, on n'aurait pas beaucoup de peine à les faire évoluer en résidentiel ou tertiaire, par exemple. Donc c'est cette souplesse d'usage. Le deuxième point, le bâtiment réversible vient répondre à un besoin sociétal. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de famille au pluriel. Il y a des familles divorcées,
des regroupements familiaux, le parcours familial d'un ménage aujourd'hui n'est pas linéaire. Donc, le fait d'avoir des bâtiments évolutifs irréversibles permet de répondre à cette évolution sociétale. Le quatrième point, c'est bien sûr une question environnementale par rapport à la gestion des déchets. Lorsqu'on construit réversible, on a évidemment le moins de déchets possible lorsque on change l'usage d'un bâtiment. Construire réversible, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le Corbusier, déjà en 1914, Poirier, l'architecte, dans les années 20, pensait déjà évidemment à cette construction réversible. Mais on ne le faisait pas parce qu'il n'y avait pas forcément de fort besoin, et puis il y avait également une question économique. Aujourd'hui, on le fait de plus en plus, le réversible. Vous avez là, en 2018, le bâtiment, l'immeuble Black Swans à Strasbourg, qui a été fait par l'architecte Anne Dimions. Voilà, Anne Dimions. Donc un bâtiment complètement réversible. On peut en faire un bâtiment tertiaire, résidentiel, ce qu'on veut. Et cet architecte-là dit explicitement que si elle n'avait pas les moyens numériques actuels, elle n'aurait pas pu faire la conception de ce bâtiment-là. Ça va, c'est clair ? Oui. Le deuxième mode constructif sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu, ça va m'emmener à la fin de l'exposé, c'est ce qu'on appelle la construction hors site. C'est la traduction directe de construction off-site. Voilà. Donc c'est un concept anglophone qui est arrivé en France depuis 2 ans maintenant. Alors qu'est-ce que c'est ? Pour l'expliquer, je vais partir d'un exemple très récent. Vous avez entendu parler ce week-end de ce fameux hôpital chinois qui va être construit en 10 jours. C'est un hôpital de 1300 lits, 15 000 mètres carrés en 10 jours. Alors, je suis allé regarder quand même de plus près. Je vous le dis tout de suite, c'est un vrai hôpital. Et un hôpital très sophistiqué parce que, vu le virus, donc c'est vraiment un hôpital très sophistiqué. C'est un hôpital qui va être normalement fini le 3 février prochain. Au-delà du coup de com', parce qu'il y a vraiment un coup de com' du gouvernement chinois vis-à-vis du reste du monde et vis-à-vis aussi de sa population. Vous avez vu le nombre de pelleteuses par mètre carré. Je pense qu'on n'en a pas besoin d'autant de pelleteuses entre nous. Il y a un vrai coup de com'. Mais au-delà du coup de com', il y a beaucoup quand même de performances incroyables. Et la performance incroyable, c'est quoi ? C'est que ce bâtiment-là, on le sait, on le devine, il va être construit en modulaire. On va ramener du modulaire à un moment donné. On ne va pas couler sur place, ça c'est clair. On va préparer le chantier et on va ramener du modulaire qu'on va poser et après on va équiper derrière. Mais ce mode de construction, c'est exactement ce que j'appelle moi la construction hors site. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le plus gros du projet se passe avant la phase chantier. En fait, ça se passe de la manière suivante. C'est que, une fois qu'on a les autorisations nécessaires pour bâtir, là en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autorisations, on l'a fait parce que voilà, c'est l'urgence. Puis c'est peut-être aussi la culture du pays, dans le sens aussi moins administratif que chez nous. Après, il y a à fabriquer les éléments du futur bâtiment, les fabriquer en usine ou dans un atelier, fabriquer tous les éléments du bâtiment en usine. Voilà. Une fois qu'ils sont fabriqués, on va les pré-assembler toujours en usine. Pendant cette phase-là, on va faire la préparation du chantier sur le chantier de destination. Donc vous voyez que là, on gagne du temps. Une fois que le pré-assemblage en usine est fait, après, on transporte ce qu'on a pré-assemblé, on l'emmène sur le chantier, sur le site, et là, on l'assemble de manière définitive pour avoir notre bâtiment. C'est vraiment ça, la construction hors site.
Je dirais même que cet exemple chinois qui est tombé ce week-end, ça m'a sauvé pour faire l'introduction vers le hors-site. Alors, c'est ce que je dis là, c'est que le principe de la construction hors-site, c'est le bâtiment est considéré comme un produit, vraiment comme une table, comme une chaise. Voilà. Ce produit-là, il est conçu et pré-assemblé en usine ou dans un atelier et livré pour être complètement assemblé sur le chantier. Et avant la livraison sur chantier, on en profite pour faire la préparation du chantier, etc. Donc vous voyez bien que cette démarche-là de construction hors site, elle a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de nuisance dans la ville parce qu'on vient avec des produits préassemblés qu'on assemble définitivement sur le chantier en ville. D'ailleurs, en passant, des villes comme Singapour, New York et Londres, maintenant depuis 2 ans, tous les chantiers en centre-ville, c'est une obligation qu'ils soient en construction hors site. Pour limiter évidemment les nuisances au maximum. Donc il y a plein d'avantages à ce mode de construction. Moins de nuisances en ville. Vos ouvriers, ils vont passer beaucoup plus de temps en usine, qui est généralement en dehors de la ville, à assembler et à fabriquer les éléments du nouveau bâtiment, ils vont passer plus de temps là que en centre-ville pour monter et assembler le projet final. Donc ça voudra dire qu'il y a moins de transport pour les ouvriers, donc l'empreinte CO2 elle est minimale, etc., etc. Comme le plus gros du travail est fait en usine, donc on gagne bien sûr en qualité, en coût, en délai, en sécurité également par rapport à un chantier. Voilà, donc il y a plein d'avantages à cette technique-là, mais ça nécessite évidemment un changement culturel complet, parce que vous avez toutes et tous appris que tout est centré sur le chantier. C'est là où ça se passe. Là, c'est un nouveau paradigme. Tout se passe en usine. Ah, ça perturbe un peu. Hein. On fait 70% du travail en usine, on ramène notre bâtiment et on l'assemble sur chantier. Donc, un changement culturel et bien sûr un accompagnement de toute la chaîne de valeur de la construction en matière de formation, y compris pour vous. Parce que faire du hors-site, ce n'est pas la construction classique. Ça, c'est simplement pour vous dire que, je ne parle pas de la France, mais à l'échelle mondiale, ce mode de construction a un aura incroyable. Dans les pays asiatiques aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche. Bouygues International ne fait que ça. Ils ont 2 services qui sont dédiés à la construction modulaire. C'est quand même un marché de 130 milliards à l'échelle mondiale. Plein d'acteurs, IKEA et Skanska c'est le Bouygues suédois, se sont associés pour créer BoKlok, c'est une entreprise suédoise qui construit par an 1300 logements en Suède, tous hors site. 25% moins cher que la construction classique. Et c'est très sympathique. Allez-y sur le site de BoKlok, vous allez voir les appartements qu'ils proposent, ils sont remarquables. Katira, je vous invite vraiment, parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, allez-y sur YouTube pour voir ce que fait Katira. Katira, en 4 ans, elle vaut, depuis 4 ans, parce qu'elle a été créée en 2015, Katira aujourd'hui pèse la moitié de Bouygues Construction. Et elle a complètement disrupté le domaine de la construction. Alors, on va me dire, oui, mais M. Bédiard, la construction modulaire, le hors-site, c'est un empilement de boîtes. C'est moche. Ça, c'est un hôtel fait à Jakarta, 200 chambres, 100% en usine. C'est pas moche quand même. 100% en bois. Le label, c'est un label Passive House. Une chaîne hôtelière complète à Amsterdam, le même mode. Tous sont modulaires.
500 écoles en Angleterre, toutes en modulaire. 10% de moins qu'une construction classique. Le temps, on le divise souvent par moitié. Le montant total, le temps total du projet, souvent la moitié. En construction modulaire, on fait également des stades. Là, ça date du 27 décembre 2019. Zaha Hadid, la fameuse architecte, elle a conçu un stade qui va être réalisé 100% en bois, donc qui va être construit bientôt en Angleterre. Zaha Hadid, elle n'est pas réputée faire des boîtes. Hein. Elle a des formes architecturales très très complexes. Voilà, le bâtiment dans l'avenir. Je passe ça juste pour vous dire que le bâtiment dans l'avenir, d'ici 2030, ça va être un bâtiment conçu rapidement, de manière évidemment très efficiente, résiliente, frugale. Malheureusement, je n'ai pas le temps de détailler ces notions-là. À énergie positive. Et puis, des bâtiments multi-usages. Le bâtiment de demain, ça va être une plateforme servicielle. On ne parlera plus de bâtiment. On parlera d'une plateforme de service. Votre bâtiment s'adaptera à vous, et pas l'inverse. En guise de conclusion, je vais vous montrer cette petite vidéo. Vous la connaissez peut-être, mais... Il n'y a pas de son. Je vais mettre le son quand même, si j'y arrive. Ouais, ça marche pas, mais c'est pas grave. Pas grave. Bon, c'est pas grave, il n'y aura pas de son, mais... C'est beaucoup mieux avec le son. Vous allez voir, c'est un monsieur qui parle à son bâtiment, hein, qui est plein d'intelligence artificielle. Je vous la commente. Hein. Donc il part chez le dentiste. Donc là, il n'arrive pas à articuler évidemment parce qu'il a la bouche tout enflée. Et donc l'intelligence artificielle ne comprend pas ce qu'il dit. Donc là, lui met de la musique, voilà. En fait, ce que je voulais... vous allez voir, il va rester quand même... sa voisine qui a une maison qui n'est pas connectée, elle y arrive très bien, voilà. Mais bon, c'est bon. En fait, ce que je voulais pointer par là, en guise de conclusion, c'est que c'est génial un bâtiment intelligent. Hein. Il y a plein de techno, c'est top, etc. Mais un bâtiment intelligent doit prendre en compte le comportement de l'usager, de l'humain qui habite dedans. On parle de bâtiment intelligent, mais qu'est-ce qui mesure l'intelligence? C'est quoi le QI d'un bâtiment intelligent? Donc, c'est sûrement pas la quantité de la techno qu'il contient, mais évidemment, elle y participe un peu. Mais pour moi, c'est sa capacité à s'adapter à l'usager et à l'homme aux grandes tâches qu'il utilise. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup en tout cas de votre attention.
On va avoir le temps pour une ou deux questions. Quelqu'un au fond? Alors merci pour votre conférence. J'avais une question. Vous avez dit que la construction, dans le domaine de la construction, le rendement il était assez faible. Il y avait 35% de temps perdu. Et que je pense que l'industrialisation va augmenter le rendement en termes de délai et de matériaux. Mais est-ce que vous n'avez pas peur d'oublier le côté social? Parce que si on compare avec l'industrie automobile, il y a eu beaucoup de licenciements dus à l'augmentation des rendements et à la robotique. Oui, tu as raison. C'est un vrai risque. Quand on épouse l'industrialisation, on l'épouse également avec les points faibles. Tout à l'heure, j'ai commencé mon exposé, je ne sais pas si tu avais relevé, je disais que l'industrie BTP ne se délocalise pas. C'est un clin d'œil par rapport à ça aussi, c'est que si on devient toute industrie, il y a peut-être ces risques-là, parce que le bâtiment il va être construit pratiquement complètement dans une usine, avec des méthodes industrielles. L'usine, elle peut très bien partir dans des pays de l'Est ou à l'étranger, hors France. Mais c'est un vrai risque, je suis d'accord avec toi. Bonjour. Bonjour. Je me posais aussi une question, comme mon collègue. J'ai vu vos slides et en fait le truc qui m'a interpellé direct, c'est la comparaison entre l'industrie automobile et le bâtiment. Et l'image que vous avez mis, elle était chouette, hein, l'image de la voiture de la R5 avec c'était Clio 4, c'est ça. Mais quand on regarde, le bâtiment et l'industrie automobile, c'est pas du tout la même concurrence. Quand on regarde par exemple l'automobile, c'est international, c'est vraiment très rude la concurrence. Et le BTP, c'est pas du tout pareil. Et comme expliquait mon camarade, le BTP, il y a un enjeu social. Dans le BTP, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dedans, qui sont en réinsertion, réhabilitation, pour X raisons. Et du coup, on ne pourra pas appliquer les mêmes principes. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier l'enjeu social qu'il y a dans le BTP. En fait, c'est ça que je ne comprenais pas. Que dans toute la présentation que vous avez faite, à aucun moment, on a parlé du social. On n'a pas vu, comme vous avez dit à la fin, ce que j'ai aimé aussi. Vous avez parlé de l'humain, mais c'est des humains qui font tous les bâtiments. Ils vivent dedans, mais c'est eux qui les font aussi. Dans l'industrie automobile, c'est des humains qui font le travail. Ouais, au bout d'un moment, on a commencé à les retirer justement parce qu'on se rendait compte qu'il fallait être justement plus performant. Et c'est ça en fait que je me posais comme question. Ta question rejoint celle de ton collègue et moi je suis content que vous la posiez la question parce que c'est vrai que la slide avec la comparaison voiture-bâtiment, elle était là pour vous interpeller. Et tant mieux. Mon message derrière, c'est que on ne peut pas aujourd'hui continuer à faire du BTP comme on l'a fait à l'après-guerre, alors que la production se casse la figure et les marges, vous êtes limite mieux placé que moi, vous l'avez vu tous les jours, se réduisent comme peau de chagrin. Donc on doit réagir et on doit industrialiser tout doucement le secteur du BTP. Je ne dis pas qu'il faut aller tout de suite vers des productions à 100% comme dans une usine de Renault. Évidemment qu'on ne sera pas encore là. Mais déjà, qu'on démarre à intégrer tout doucement cette industrialisation du BTP avec du vrai BIM, avec un peu de Lean, avec de plus en plus de construction hors site. Je ne veux pas tout de suite construire des usines pour fabriquer des bâtiments. Ce que je vous dis là, c'est à horizon d'ici 10-15 ans, c'est pas tout de suite. Mon rôle à moi de formateur et aussi d'enseignant-chercheur, c'est aussi de vous faire interpeller, de vous faire réfléchir. Vous êtes des ingénieurs, des ingénieux, que cette chose-là fasse tilt de votre tête et que tout doucement le changement vient. Et vous avez raison, il faut un accompagnement du changement. On ne peut pas, comme ça, d'un coup, tout chambouler. La partie sociale, elle est très importante. Il y a peut-être une question aussi de formation, de nouveaux métiers, de formation, de faire évoluer les salariés et puis les attentes au niveau RH et puis au niveau des formations en amont sur l'enseignement supérieur et même avant, quoi. La question de la formation, évidemment, je voulais absolument en parler, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais elle est essentielle, elle est vitale. Vous voyez très bien la construction hors site et la construction classique, c'est des changements complets de paradigme.
Dans la construction classique, le cœur, c'est le chantier. On a tous appris la prépa chantier, le pic, les modes constructifs pour bancher, etc., etc. Dans la construction hors site, c'est complètement autre chose. On va vous en prendre à monter un bâtiment dans une usine. Je dis ça, j'exagère, mais c'est pour vous faire réfléchir. À l'avenir, on aura besoin d'opérateurs et pas d'ouvriers. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça interpelle? Bravo pour la conférence, je me suis régalé. Juste, quand on visite la cité radieuse de Marseille, de Le Corbusier, quand on visite l'expo sur Charlotte Perriand, qui est en ce moment à la Fondation LVMH, et qu'on voit en effet comment a été bâtie la cité radieuse en 1950, Et ça. les arcs 1006, 1008 dans les années 70, finalement j'ai l'impression que le BTP est en train de regarder un tout petit peu en arrière et de voir que ce qui se faisait déjà avant c'était très bien, c'était loin d'être stupide, et que un peu comme l'industrie qui s'est dit finalement c'était pas si mal que ça avant, on n'était pas si bête, et peut-être que de revenir un tout petit peu en arrière ça nous fait aller encore plus en avant. Tu as complètement raison, parce que grâce à la transition numérique actuelle, on est en train de faire revivre tous les beaux concepts du passé. Le BIM, par exemple. Le BIM, il date pas de... Moi, je me rappelle très bien de la première causerie que j'ai faite ici, dans cet amphi-là. C'était en 2014. Je parlais du BIM pour presque la première fois. J'en parlais comme je parlais aujourd'hui de la construction hors site. Le BIM existe depuis les années 80 dans le BTP. On n'appelait pas ça BIM, on appelait ça base de données. Pourquoi on ne parlait pas de BIM? Parce qu'on n'avait pas l'évolution technologique d'aujourd'hui. La construction réversible, alors on sort aujourd'hui parce qu'on a des outils technologiques et numériques qui nous permettent de regarder la construction réversible de manière autre, de l'optimiser, de réduire son coût, etc., etc. Donc on ne fait que revivre les beaux concepts du passé, mais sous l'angle de la transition énergétique et numérique. On va vous remercier, on va conclure sur cette dernière question. Et puis, écoutez, merci encore à Monsieur Bédiard. Merci. La semaine prochaine, ce sera sur la gestion des déchets du BTP avec Monsieur Jules Vess. On vous attend nombreux, en live ou en présentiel. S'il vous plaît, pour ceux qui sont... Laissez l'amphi propre, il y a un cours après. Faites attention de bien nettoyer. Merci beaucoup et merci à ceux qui nous suivaient par le live. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Il y a un mail, causerie au pluriel idfc@saisie.fr.